ton oncle. La régie, arrêtez de me couper là, laissez-moi parler. Ton oncle. Ok, je me calme. Non, c'est une super... Suce ton oncle. C'est pour ça que je suis énervé en fait. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui il n'y aura pas de sommaire. Voilà, je suis de mauvaise humeur, je vous le dis direct. C'est comme ça, j'ai appris des news qui donnent pas le smile. Je me dis que si ça continue, mon trou de balle va être tellement gros que je pourrais m'asseoir sur un flamby sans le déformer. Et j'aime pas ça. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Mousse, la chaîne principale, où hier je vous ai sorti une vidéo sur le papa de Dylan Thierry, Pascal Thierry, le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Bordel! Messieurs, dames, la situation est catastrophique en France. On est plus endetté que jamais. C'est Laurent Wauquiez qui le dit. Notre objectif, c'est qu'on corrige et qu'on améliore ce plan pour qu'on puisse derrière le voter. Et c'est tout ce qu'on va faire. Voilà. Je ne viens pas ici en agitant comme d'autres des épouvantails, en disant on va renverser ceci, on va tout faire tomber. La situation du pays est catastrophique. Si on est considéré aujourd'hui comme étant moins crédible que la Grèce et l'Espagne. Il y a 12 ans, sur la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, notre pays avait une dette qui était dans la moyenne de la zone euro. Aujourd'hui, on est parmi les pires, les 3 pays les plus endettés. C'est catastrophique. Et ça, à un moment ou à un autre, les Français payent l'addition de cette gabegie. Donc, c'est une époque où il faut que chacun fasse l'effort de se hisser à la hauteur des enjeux. Et donc, que chacun contribue, que chacun mette des propositions sur la table, de tout parti, pour qu'on essaye d'aller chercher ces économies dont le pays a besoin. Trop de dépenses publiques, ça veut dire trop d'impôts, ça veut dire pas assez de pouvoir d'achat, ça veut dire des entreprises qui ne sont plus compétitives. Un pays qui décroche. On peut changer ça. Mais il faut qu'on fasse tous l'effort de travailler ensemble. Mais oui, Laurent, t'as raison, faut qu'on fasse des efforts. Alors, montre les efforts que tu faisais en 2022, toi. Un petit repas à 100 000 boules. Pas mal. Le dîner des sommets. Repas fastueux, organisé aux frais de la région dans un château du Beaujolais. Facturé à plus de 100 000 € et rassemblant 90 personnalités. Nicomoc. Voilà, c'est quoi Nicomoc? Et c'est dans ce contexte très tendu économiquement que François Bayrou a fait une proposition, supprimer 2 jours fériés, donc on est en 2025, mais il y a 6 ans, là, en 2019, Emmanuel Macron, il disait quoi à propos des jours fériés? Ensuite, est-ce qu'il faut revenir sur des jours fériés? Moi, je ne suis pas favorable à cette méthode. Je ne suis pas favorable parce qu'on a déjà essayé, parce que ça n'a pas très bien marché, parce que c'est pas clair, parce que c'est une complexité absolument abyssale pour tout le monde, et parce que, à la fin... ça renvoie à des complexités, les entreprises ne le font pas de la même manière, il faut que ce soit optionnel. Nous adorons les débats, moi aussi, mais si on pouvait s'économiser en plus le débat de savoir quel jour férié on choisit, ce serait formidable. Je ne crois pas que ce soit le plus efficace. Et 6 ans plus tard, parce que les hommes et les femmes politiques sont des véritables gnocchs en France, eh bien ça devient l'idée du siècle de supprimer des jours fériés. Il faut travailler plus. Il faut que toute la nation travaille plus. Pour produire et pour que l'activité du pays dans son ensemble soit plus importante dans l'année et pour que la situation de la France s'améliore. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Je cite comme exemple, mais je suis prêt à accepter d'autres idées, le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai, dans un mois de mai devenu un véritable gruyère, où l'on saute de pont en viaduc de congé et qui est en avance de phase, comme on dit, un mois qui porte vers les vacances. C'est le pays tout entier qui se met au travail, ou qui se remet au travail, un jour où, depuis longtemps, il ne travaillait plus. Cette modification de notre calendrier des jours fériés rapportera plusieurs milliards au budget de l'État, simplement parce que les entreprises, les commerces, la fonction publique... la nation travaillera et que notre production sera améliorée. Ton oncle. La régie, arrêtez de me couper là, laissez-moi parler. Ton oncle. Ok, je me calme. Non, c'est une super... Suce ton oncle. C'est pour ça que je suis énervé en fait. Cette mesure, c'est vraiment le résultat de l'incompétence des politiques françaises et français
peu importe les partis, hein, tout confondu, et ça date pas d'hier, hein, ça fait des décennies que ça dure. En fait, ce qu'on va demander aux Français, c'est pour 2 jours fériés d'aller travailler sans être payés, parce qu'ils le sont déjà, donc vous serez toujours payés, mais pas plus. En fait, toutes les majorations, le fait d'être payé double, les primes, etc., vous ne les aurez plus. Ça sera un jour classique. Et en contrepartie de la richesse créée, de la production créée par cette journée de travail, les entreprises devront s'acquitter d'une contribution. Donc on récapitule, les salariés vont gagner moins, les entreprises vont gagner plus. Alors tout dépend le secteur, justement dans la restauration et le tourisme, ils étaient un petit peu inquiets par rapport à cette mesure, parce que si les salariés travaillent, ben, il y aura moins de monde dans les restaurants qui font des week-ends dans des hôtels, des campings, etc. Donc il y a certains métiers où ça peut être plus compliqué, mais on va dire de manière globale pour la France. Mais ils vont devoir payer une contribution à l'État. Au final, le grand perdant de tout ça, celui qui fait l'effort, c'est le salarié, c'est celui qui se fait douiller. Oui, parce que la richesse que vous allez créer en plus sur ces 2 jours, c'est pour l'entreprise et l'État qui aura sa contribution. Mais vous êtes perdant. Si avant, vous ne faisiez pas le lundi de Pâques et le 8 mai, bah là, vous allez devoir travailler ou poser un CP. Dans tous les cas, vous êtes perdant. Et si avant, vous faisiez l'effort de le faire, bah ça sera un jour classique. Donc, vous allez être payé comme tous les autres jours. Fini d'être payé double et d'avoir un jour de récup. On a donc été invité à un mariage, sauf que c'est sur notre petit cul que le marié va se défouler. Globalement, les Français ont compris qu'il fallait faire un effort, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est pourquoi l'effort est demandé aux plus pauvres et pas aux plus riches. Et très souvent, ce qu'on leur propose comme argument, c'est ça va faire fuir les investisseurs, ça va faire fuir les personnes qui créent de l'emploi, et du coup, ça serait contre-productif. Alors, il y a un économiste qui a répondu à ça sur le plateau de BFM, et vous allez voir que la réponse, elle est factuelle, et c'est pas tout à fait ça. Non, moi, j'ai étudié ces questions d'exil fiscal depuis presque 20 ans, et je connais très très bien la littérature scientifique sur ces sujets, qui est unanime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 0 exil fiscal, mais l'exil fiscal, il est rare. Il est quantitativement très faible. On parle de taux de 2%. Il est mesurable. Oui, il est mesurable. Il est mesurable. C'est bien ce que les gens ont fait en Norvège, en Suède, au Danemark, au Royaume-Uni, même en France. Même il y a un rapport de France Stratégie qui a fait l'évaluation de la réforme de la fiscalité du capital. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont revenus après l'abolition de l'ISF et son remplacement par l'IFI? Très peu. On parle de flux microscopiques. Et c'est la conclusion unanime de toutes c'est la conclusion unanime de toutes les études. Donc après, on peut inventer des chiffres et des études. C'est pas inventer des chiffres. Microscopique, c'est-à-dire qu'on parle de flux de quelques centaines de personnes sur il y avait 350 000 contribuables à l'ISF. Non mais Gabriel, on peut le donner le chiffre. Je vais vous donner pas. C'est 0, au moment de François Hollande, puisque tu cites cette période-là, il y a eu de l'exil fiscal. 0,2% de ceux qui payaient l'ISF sont partis. 0,2%. Ce sont des tout petits flux, quelques centaines de personnes sur des centaines de milliers de contribuables. Il n'est qu'idéologique. Il n'est qu'idéologique. Les chiffres prouvent le contraire. Vous êtes complètement c'est la vérité. Je peux vous citer une étude. C'est infinité d'images. Quand vous avez, non, je termine. Quand les chiffres de Bercy, c'est de vous dire qu'il y a à peu près 1200 personnes qui partaient par an après 2014 et que vous en aviez que 500 avant, c'est 700 personnes qui partent. C'est des gens qui créent de l'emploi, de la richesse et tout. Et il y a des pertes en ligne liées à ça. On peut pas nier que ça existe. Après, combien ça coûte? Ces départs de quelques centaines de personnes. Donc, la meilleure étude qui existe sur ces sujets, c'est une étude qui a été menée par Camille Landais, qui jusqu'à très récemment a été président délégué du Conseil d'analyse économique, et ses collègues. Alors, en l'occurrence, c'est sur des données de pays scandinaves qui ont eu un impôt sur la fortune pendant longtemps, beaucoup de réformes. Ils ont trouvé que l'exil fiscal, combien ça avait coûté à ces pays? Une baisse de l'emploi total de 0,05%. Et une baisse de l'investissement total de 0,07%. C'est l'étude la plus sérieuse qui existe sur ces sujets et c'est ça leur conclusion quantitative. La réponse à l'exil fiscal. L'autre chose que je veux mentionner, c'est que dans la proposition de loi qui est examinée aujourd'hui par le Sénat, il y a un dispositif innovant qu'on pourrait qualifier de bouclier anti-exil, qui consiste à dire que les contribuables redevables de cet impôt et qui choisiraient de s'exiler resteraient redevables du taux plancher de 2% 5 ans après leur départ. Encore une fois, c'est un économiste qui parle, je ne suis pas maître de ses propos. Si vous avez un problème avec sa théorie, c'est à lui qu'il faut vous en prendre. C'est évidemment une piste parmi tant d'autres. Il y a sûrement plein d'autres solutions que peuvent proposer les différents partis en France. Après, si les politiques français pouvaient arrêter de vivre leur best life pendant que nous on galère,
Ça serait sympa. À quelques jours de l'ouverture des Francopholies de Spa en Belgique, une polémique est en train d'enfler. La présence d'Amir, franco-israélien, représentant de la France à l'Eurovision, dérange certains artistes. Une polémique, tout d'abord, une polémique qui tombe mal à quelques heures du coup d'envoi des Francopholies de Spa. La présence d'Amir au festival ne plaît pas à certains artistes. Ils sont une dizaine à dénoncer les liens présumés du chanteur avec le régime israélien. Explication, Chloé Hanon, Olivia Grisard et Alison Delpierre. C'est sur cette scène, en plein cœur de Spa, qu'Amir se produira ce vendredi. Mais la venue du chanteur franco-israélien fait réagir. Une dizaine de jeunes artistes présents aux Francopholies a signé un communiqué affirmant notamment qu'ils se désolidarisaient fermement de la décision de programmer Amir. 3 d'entre eux, Yoa, Libra Romea et Raquel, ont finalement décidé de boycotter et d'annuler leur venue, des annonces faites sur leurs réseaux sociaux. Ces prises de position font suite à des allégations du collectif Liège Occupation Free. Il dénonce notamment la participation d'Amir à un événement dans une colonie israélienne à Hébron en août 2014, mais également sa présence à une soirée organisée par un membre d'un parti d'extrême droite. Des informations que nous n'avons pas pu recouper. Du côté du festival, les organisateurs des Francopholies comprennent les interpellations et se disent révoltés par la tragédie en cours à Gaza. Mais l'équipe a pris la décision de ne pas déprogrammer le chanteur. Nous ne sommes pas une autorité morale capable, au vu des éléments qui sont portés à notre connaissance, de juger l'intégralité de son parcours, de sa trajectoire personnelle, des biais qui le conditionnent, de ses intimes convictions auxquelles nous n'avons pas accès. On ne peut donc porter sur lui ce qu'il dit et ce qu'il chante. Et en l'occurrence, Amir est un artiste parfaitement populaire qui propose une musique qui s'adresse à tous et qui explore des thèmes universels comme l'amour, l'amitié, le sens de la fête et la résilience. Au vu de la tournure des événements, le label de l'artiste réagit également et dénonce un déferlement de haine antisémite. Amir, de son côté, ne souhaite pas prendre la parole pour le moment. On se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, pendant la fête de la musique, Amir s'était offusqué parce qu'une partie du public sortait le drapeau palestinien pendant qu'il chantait. J'aurais pu vous ignorer. J'ai le pouvoir de vous ignorer. Je suis sur scène, vous êtes dans le public, les amis, mais je vais vous donner un tout petit peu d'importance, histoire de vous transmettre une leçon au travers de la chanson que vous venez d'entendre. Je chante une chanson en mémoire de ma grand-mère qui a grandi au Maroc, qui parle arabe. Moi, j'ai grandi en Israël. Il s'agit d'un message de paix, les amis. Et si vous n'êtes pas suffisamment fin, si vous n'êtes pas suffisamment sensible pour le comprendre, et que vous choisissez le moment où je chante à ma grand-mère défunte pour sortir ce drapeau, d'abord je prie pour votre santé, je prie que vous ayez suffisamment d'amour dans votre cœur et suffisamment de place pour accueillir la paix. Et j'espère que ma grand-mère m'entend pour vous envoyer cette bénédiction. C'est tout ce que je souhaite. Bonne fête de la musique. Salam. Shalom. Peace. Merci. Pendant ce temps-là, sur TikTok, tout va bien. Les lives se passent super bien. Bonne ambiance. Incroyable, ce live insulte et traite ses donateurs de clochards. Il pète un plomb parce qu'il nie. A aucun tapotage, aucun cadeau. Toi tu dégages aussi. J'en ai marre de TikTok qui m'envoie des incapables. Que ça. Putain, les gens ils allument, ils ont tout plein de personnes qui viennent, ils leur parlent, des gens sympas, même des gens qui jouent pas, des gens qui parlent. Moi j'ai que des putains de plantes vertes. Prendre chèvre. Le reste ça saute, je m'en bats les couilles. Ils avaient des niveaux de cœur d'équipe, je m'en branle aussi. Comme ça au moins c'est clair. Vous foutez de ma gueule à venir sur mon live, va attendre je sais pas combien de temps. Et bah cassez-vous. Hein. Tête de ma mère, c'est un truc de ouf. Que des clochards. Allez hop Andrea, tu dégages. 5 minutes qu'elle est là, cette connasse, elle a pas fait un tapotage. Ça saute, PSG, ça saute. Allez hop, tout ça, ça saute. Trampoline, les cassos, trampoline. C'est un truc de dingue. Putain, je mets des coches, je mets des sacs. Vous êtes là, vous en branlez pas une. Vous en branlez pas une. Putain, même un bonjour, ça vous écorche le cul. Ah là, je suis tous en train de vous bloquer un par un. J'en ai rien à foutre. Toi, tu dégages aussi. Toi, tu dégages aussi. Ah, c'est bon. Il y a quelques jours, le compagnon de l'ancienne candidate de télé-réalité Fidji Ruiz, le rappeur Anas, a eu un grave accident de voiture. Aujourd'hui, ça va, il s'en est sorti.
mais les internautes ont été choqués par le fait que Fidji a changé le nom de son Snap, et parmi ces internautes, le youtubeur Bastos. Faire du buzz sur un accident de voiture de son mari, quoi. Genre a carrément changé le titre de son Snap en disant priez pour mon mari, quoi. Genre, qu'est-ce que tu fais? C'est fou de faire ça. Ça, vraiment, j'y arriverai jamais. Je comprendrai pas. Ah, mon mari a un accident de voiture. Je vais essayer au moins d'en tirer profit. Merde. Et du respect pour toi-même, quoi. Et puis, la religion, c'est pas à moi de vous l'expliquer normalement, mais c'est pas que quand ça va pas. C'est pas que quand on a besoin de quelque chose qu'on fait appel à Dieu. La religion, c'est aussi quand on fait le choix, tout le reste de l'année, lorsque ça va bien, entre boire d'alcool et pas boire d'alcool, montrer de la nudité et pas montrer de la nudité, aimer son prochain ou ne pas l'aimer, lui chier dessus et l'arnaquer. La religion, c'est toute l'année. C'est pas que quand on a besoin. Parce que sinon, Dieu, il va se sentir un peu utilisé. D'essayer de faire du buzz sur un accident de voiture de son mari, quoi. Tous les étés, les mêmes faits divers, les mêmes drames, des parents oublient leurs enfants dans la voiture et les enfants décèdent. Une vidéo tourne depuis quelques heures sur Twitter, une vidéo assez choquante où une fillette a été oubliée pendant 2 heures dans une voiture parce que sa maman était en train de manger dans un restaurant. Ils ont laissé la petite. Toi, vous allez faire. Non, ils ont laissé la petite dans la voiture comme ça, là, voilà, depuis une demi-heure, voilà. Heureusement, lui était là avec elle, ils ont tout vu. Ils ont tout vu, la petite, elle est là, c'est à eux, merci à eux. Mais voilà, la petite pousse comme ça, là, c'est pas bon. Au nom de Dieu. Et puis, oui. Ça va? Non, on a fait un bâti. Voilà, Billet, je vous dis. Voilà, merci à Dieu. Merci à eux. Voilà, merci à eux. Voilà, c'est pas comme ça la vie. Voilà, c'est pas comme ça. Voilà, c'est pas comme ça. Voilà, partagez. C'est pas comme ça la vie. Voilà, ça me fait mal. Comment on peut laisser un enfant comme ça tout seul dans une voiture comme ça? Voilà, la mère va courir plus par rapport à la voiture que par rapport à sa fille. Voilà, eux, ils étaient là. Heureusement, merci à Dieu. Voilà, merci à Dieu. Merci à eux. Voilà, mais... Attention à la voiture. Non, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Voilà, après, ça fait blé. Vous êtes une mère irresponsable, madame. Merci. Pourquoi la petite est dans la voiture? Mon bébé dormait. Prends le bébé tout de suite. Je mangeais. Manger. Non, toi là, Wallah Billah, toi ça va. Voilà la Simbacha a fait, voilà, il est parti manger pour un hamburger, je sais pas quoi. On va être français. Oui. C'est quoi votre nationalité? Serbe. Vous vivez en France? On va terminer cette vidéo par un petit extrait de la vidéo que j'ai postée hier sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, sur Pascal Thierry, le papa de Dylan. Allez la voir. Les chiens font pas des chats. Ça t'a choqué ces propos-là? Les propos de ton père sur son anisme? Non, je connais mon père, ça m'a pas choqué, non. C'est-à-dire, il est habitué à avoir des propos... enfin, disons qu'ils font pas dans la demi-mesure, quoi. Non, ouais, mon père est très direct. Je connais mon père, dire que ça m'a choqué, ça serait mentir. Non, ça m'a pas choqué. Pourquoi tu parles plus à ton père depuis un an? Il y a un côté malsain chez mon père que j'aime pas trop, qu'il peut avoir avec moi et ses filles, sans rentrer trop dans le sujet, qui me déplaît. Et j'ai préféré reprendre mes distances, mais je pense que cette fois-ci, c'est pour de bon. Tu l'aimes, ton père? Non, je l'aime pas, non. Quand un mec comme Dylan Thierry, qui est aussi problématique, malsain, dit de son père que c'est une personne malsaine, il y a de quoi se poser des questions. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier, j'ai sorti la vidéo sur Pascal Thierry, le papa de Dylan. Le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Comme une mousse, léger comme le homo.
te course. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.